Bien, famille, États-Unis attaquent la France. Les États-Unis dit à la France que son ennemi là, c'est lui-même. La Russie n'est pas son ennemi. La Chine n'est pas son ennemi. Corée du Nord n'est pas son ennemi. États-Unis n'est pas son ennemi. Lui-même, son ennemi, c'est lui-même. C'est comme la Côte d'Ivoire. C'est ce qui le président des États-Unis dit à le président Macron. Mes chers frères ivoiriens et ivoiriennes que du monde, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Là va indiquer-nous si c'est vrai ou c'est faux. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and. Eh bien, merci, et merci à tous les délégués présents, aux sommités et aux professionnels des médias. Et merci tout spécialement à l'organisateur de la conférence de sécurité de Munich pour avoir réussi à organiser un événement aussi incroyable. Nous sommes, bien entendu, ravis d'être ici. Nous sommes heureux d'être ici. Vous savez, l'une des choses dont je voulais parler aujourd'hui concerne, bien entendu, nos valeurs communes. C'est formidable d'être de retour en Allemagne. Comme vous l'avez entendu plus tôt, j'étais ici l'année dernière en tant que sénateur des États-Unis. J'ai rencontré le secrétaire d'État à l'étranger, David Lammy, et nous avons plaisanté en disant qu'hier, nous occupions des fonctions bien différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Mais désormais, il est temps pour tous nos pays, pour tous ceux qui ont eu la chance de se voir confier le pouvoir par leurs peuples respectifs, de l'utiliser judicieusement pour améliorer la vie des gens. Je tiens à dire que j'ai eu la chance, lors de mon passage ici, de passer quelques heures en dehors des murs de cette conférence. J'ai été profondément impressionné par l'hospitalité des habitants, même alors qu'ils se remettent tant bien que mal de l'horrible attaque d'hier. La première fois que je suis venu à Munich, c'était lors d'un voyage personnel avec mon épouse, qui est ici avec moi aujourd'hui. J'ai toujours aimé la ville de Munich et ses habitants. Je tiens simplement à dire que nous sommes très touchés. Nos pensées et nos prières accompagnent Munich et tous ceux qui ont été affectés par le mal qui s'est abattu sur cette belle communauté. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous serons assurément à vos côtés dans les jours et les semaines à venir. J'espère que ce n'était pas le dernier applaudissement que j'entendrai. Nous nous sommes réunis à cette conférence pour discuter de sécurité. Et normalement, nous parlons des menaces pesant sur notre sécurité extérieure. Je vois ici de nombreux grands chefs militaires. Pourtant, alors que l'administration Trump se préoccupe vivement de la sécurité européenne et estime que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, et croit également qu'il est essentiel qu'en ces années à venir, l'Europe se dote d'une capacité de défense autonome. La menace qui m'inquiète le plus en Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ces valeurs que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé lorsqu'un ancien commissaire européen est apparu à la télévision, semblant ravi que le gouvernement roumain ait annulé une élection entière. Il a averti que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, la même chose pourrait arriver en Allemagne. Ces propos désinvoltes choquent les oreilles américaines. Pendant des années, on nous a dit que tout ce que nous finançons et soutenons se fait au nom de nos valeurs démocratiques communes, que ce soit notre politique envers l'Ukraine ou la censure numérique, le tout justifié comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous imposons à nous-mêmes des standards suffisamment élevés. Et je dis « nous » parce que je crois fondamentalement que nous faisons partie de la même équipe. Nous devons faire plus que parler de valeurs démocratiques. Nous devons les vivre. Dans le souvenir de beaucoup d'entre vous, la guerre froide opposait les défenseurs de la démocratie à des forces bien plus tyranniques sur ce continent. Et réfléchissons un instant aux acteurs de ce combat qui, par la censure de la dissidence, la fermeture d'églises et l'annulation d'élections, ne pouvaient être considérés comme les bons. Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont ni valorisé, ni respecté les extraordinaires bénédictions de la liberté. Cette liberté de surprendre, de commettre des erreurs, d'inventer et de construire. Il s'avère que l'innovation et la créativité ne peuvent être imposées.
tout comme on ne peut forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire ce que l'on souhaite. Ces libertés sont inextricablement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'est devenu l'un des lauréats de la guerre froide. Je pense à Bruxelles, où des commissaires de l'UE ont averti les citoyens qu'ils avaient l'intention de fermer les réseaux sociaux en cas de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils jugent être du contenu haineux. Je pense à ce pays où la police a mené des descentes chez des citoyens soupçonnés d'avoir publié en ligne des commentaires antiféministes dans le cadre de la lutte contre la misogynie. Je pense à la Suède, où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un militant chrétien pour avoir participé à des brûlages du Coran qui ont conduit au meurtre de son ami. Un juge ayant froidement souligné que les lois suédoises, censées protéger la liberté d'expression, ne confèrent en réalité pas le droit de dire ou de faire n'importe quoi sans risquer d'offenser. Et ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est le Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a placé les libertés fondamentales des Britanniques religieux dans le collimateur. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a inculpé Adam Smith Conner, un physiothérapeute de 51 ans et vétéran de l'armée, pour l'odieux fait d'être resté à 50 mètres d'une clinique d'avortement et d'avoir prié silencieusement pendant 3 minutes. Lorsque les forces de l'ordre lui ont demandé pourquoi il priait, il a simplement répondu que c'était pour l'enfant à naître que lui et son ex-compagne avaient avorté des années auparavant. Les agents n'ont pas été émus. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les zones tampons qui criminalise la prière silencieuse et d'autres comportements susceptibles d'influencer une décision à moins de 200 mètres d'une clinique d'avortement. Et il a été condamné à payer des milliers de livres en frais juridiques. J'aurais aimé pouvoir dire qu'il s'agissait d'un cas isolé, d'un exemple extravagant d'une loi mal rédigée appliquée à une seule personne. Mais non. En octobre dernier, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les habitations se trouvent dans les soi-disant zones d'accès sécurisées, les avertissant que même une prière privée à domicile pourrait constituer une infraction. Naturellement, le gouvernement incitait les destinataires à dénoncer tout compatriote soupçonné de crime de la pensée. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en déclin. Et dans un souci autant d'humour que de vérité, je dois admettre que parfois, les voix les plus bruyantes en faveur de la censure viennent non pas d'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les entreprises de médias sociaux pour censurer ce qu'on appelait la désinformation. Désinformation, par exemple, concernant l'idée que le coronavirus serait probablement issu d'une fuite dans un laboratoire en Chine. Notre propre gouvernement a encouragé les entreprises privées à faire taire ceux qui osaient exprimer ce qui s'est avéré être une vérité évidente. C'est ainsi que je viens aujourd'hui, non seulement avec une observation, mais aussi avec une proposition. Alors que l'administration précédente semblait désespérée de faire taire ceux qui s'expriment, l'administration Trump fera exactement le contraire. J'espère que nous pourrons travailler ensemble à ce sujet. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Sous la direction de Donald Trump, nous pourrions ne pas être d'accord avec vos opinions. Mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, qu'on soit d'accord ou non. Nous en sommes arrivés au point où la situation est devenue si grave qu'en décembre, la Roumanie a carrément annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base de soupçons fragiles d'une agence de renseignement et sous une énorme pression de ses voisins continentaux. D'après ce que j'en comprends, l'argument avancé était que la désinformation russe avait contaminé les élections roumaines. J'inviterai mes amis européens à prendre du recul. Certes, il est inacceptable que la Russie achète des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le condamnons fermement sur la scène internationale. Mais si votre démocratie peut être détruite par quelques centaines de dollars de publicité numérique venue d'un pays étranger, alors elle n'était pas très solide dès le départ. La bonne nouvelle, c'est que je crois sincèrement que vos démocraties sont bien moins fragiles que beaucoup le craignent. Permettre à nos citoyens de s'exprimer rendra nos démocraties encore plus fortes. Cela nous ramène à Munich,
où les organisateurs de cette conférence ont interdit aux parlementaires représentant des partis populistes, tant de gauche que de droite, de participer aux discussions. Certes, nous n'avons pas à être d'accord avec tout ce que disent ces représentants, mais lorsqu'ils représentent une partie importante de la population, il est de notre devoir d'engager le dialogue avec eux. Le monde libre ne se renforce pas en censurant les voix dissidentes. Au contraire, nous devons reconnaître que la diversité d'opinions et le débat ouvert sont les piliers mêmes qui ont permis à l'Occident de prospérer. Les sociétés qui cherchent à étouffer les débats sous prétexte de protéger la démocratie finissent par l'affaiblir. L'histoire nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Lorsqu'un gouvernement décide ce qui peut ou ne peut pas être dit, c'est une pente glissante vers l'autoritarisme. Nous devons également nous rappeler que la sécurité ne doit pas être utilisée comme une excuse pour justifier la restriction des libertés. Oui, nous devons être vigilants face aux menaces extérieures et aux manipulations étrangères. Mais nous ne devons jamais sacrifier nos valeurs fondamentales en échange d'une illusion de protection. La véritable force de nos nations réside dans notre engagement inébranlable envers la liberté d'expression, la souveraineté populaire et l'état de droit. C'est pourquoi l'administration Trump adoptera une approche radicalement différente de celle de nos prédécesseurs. Nous ne chercherons pas à imposer la censure à travers des pressions gouvernementales sur les entreprises technologiques. Nous ne collaborerons pas avec des bureaucrates internationaux pour limiter la liberté d'expression sous prétexte de lutter contre la désinformation. Au contraire, nous travaillerons avec nos alliés pour protéger ces libertés et garantir que chaque citoyen puisse s'exprimer sans crainte de représailles. En ce sens, je vous exhorte, vous tous qui êtes ici présents, à réfléchir sérieusement aux choix que nous faisons en tant que nation démocratique. Voulons-nous vraiment d'un avenir où les gouvernements surveillent, punissent et censurent leurs propres citoyens au nom du bien collectif? Ou voulons-nous un monde où la liberté et la vérité prévalent, même lorsque le débat est houleux et les opinions divergentes? En conclusion, je dirais ceci. L'histoire nous jugera non pas sur notre capacité à faire taire ceux avec qui nous sommes en désaccord, mais sur notre courage à défendre la liberté, même lorsque cela est inconfortable. Nous avons gagné la guerre froide parce que nous avons cru en ces principes. Ne les trahissons pas aujourd'hui. Merci.